La Chambre régionale des comptes pointe du doigt la comptabilité désastreuse des mairies et de certaines communautés d'agglomération. Elles doivent 124 millions d'euros aux entreprises, ce qui entraîne l'économie vers le bas. Le décryptage de Jacques Canval est à venir. Et le nouveau gouvernement tient parole en Guyane. 60% des mesures du plan d'urgence sont déjà mises en œuvre. La ministre des Outre-mer, Annick Girardin, l'a affirmé à la première réunion du comité de suivi qui s'est tenue aujourd'hui au ministère des Outre-mer. L'emblématique festival de Groka de la ville de Sainte-Anne fête ses 30 ans d'existence. Une place particulière est accordée cette année à l'accordéon. Didier Béral-Catello, président du festival, est l'invité de ce journal. Et cet après-midi, Hugo Tellier s'est brillamment laissé porter par les vents arrière. Il s'est imposé sur la 4e étape du TGVT. Jacques Canval et Patrick Uvry nous feront vivre cette étape autant de couleurs qui allait de Saint-François à Pointe-à-Pitre. Bonsoir, bienvenue sur ATV Guadeloupe. Endettement et insincérité généralisée, c'est ce qui caractérise la gestion des communes de l'archipel. Dans son rapport d'activité de l'année 2016, la Chambre régionale des comptes est formelle. Les chefs d'exécutifs locaux rencontrent des difficultés à mettre en place leur programme, non pas à cause d'un manque de recettes, mais d'une gestion calamiteuse de leurs finances. Décryptage, Jacques Canval. Les communes de l'archipel seraient-elles incorrigibles ? C'est ce que laisse penser le rapport annuel de la Chambre régionale des comptes. L'institution estime qu'elles ne sont pas en manque de recettes, comme elle le proclame assez souvent, mais installées dans une situation de gestion inadaptée, d'insincérité des écritures comptables et de dépenses de fonctionnement excessives. Le juge financier dénonce le péché mignon des élus qui ont une tendance presque pathologique à gonfler leur budget en inventant des recettes juridiquement incertaines. Pour la Chambre régionale des comptes, la politique de recrutement des communes est condamnable car hasardeuse et très coûteuse. Cette mauvaise gestion tire l'économie vers le bas car la commande publique émanant des instances communales et de quelques communautés d'agglomération n'est pas honorée. Au 31 décembre 2015, 124 millions d'euros n'étaient pas payés aux entreprises pour défaut de trésorerie. Si l'on ajoute à cette somme déjà colossale les dettes dues à EDF, mais tenues secrètes, on comprendra tout de suite que beaucoup de nos collectivités sont en faillite. Cela dit, à la décharge des communes, il faut dire que l'application du statut de la fonction publique territoriale a porté le total des charges de personnel à 60,4% du montant total des charges. Et l'eau du robinet est quasiment interdite dans toutes les sections de la commune de Goyave maintenant, suite à une réunion du préfet. Hier soir, par principe de précaution, le préfet a élargi le périmètre d'interdiction. Les premières analyses n'ont relevé aucune trace de substance cancérigène, mais d'autres prélèvements transmis à l'Institut Pasteur aujourd'hui devraient permettre d'identifier clairement la nature des polluants ainsi que leur origine. Et la première réunion du comité de suivi de l'accord Guyane s'est tenue ce matin au ministère des Outre-mer. La ministre Annick Girardin a affirmé que 60% des engagements de l'État sont mis en œuvre. Les précisions de Stéphane Alexandresco. La réunion pour les suivis des accords de Guyane a eu lieu ce matin au ministère des Outre-mer en présence des élus guyanais et des représentants du collectif pour la Guyane décollée. La ministre a évoqué un plan d'urgence pour la Guyane comprenant 30 mesures qu'elle a détaillées devant la presse. En 3 mois, ou depuis la signature de l'accord de Guyane, où en êtes-vous ? Qu'avez-vous vraiment fait ? Qu'avez-vous vraiment mis en œuvre ? Eh bien, c'est ce qui a été aujourd'hui, ce 11 juillet 2017, vu. C'est 60% d'engagement de l'État en faveur de la Guyane qui sont d'ores et déjà mis en œuvre. Cela concerne 18 mesures prioritaires pour la collectivité locale, des mesures sur la sécurité, sur la santé, sur l'éducation et bien sûr pour le tissu économique. 60% d'engagement de l'État pour un montant de 1,8 milliard dans un plan d'urgence de 30 mesures. Cela répond aux attentes de la délégation guyanaise. Ce qu'on a vu ce matin, ça n'est autre que la traduction quasiment parfaite des points qui étaient signés dans ce protocole en avril 2017. Donc aujourd'hui, il n'y a pas eu de nouveauté. Bon, maintenant, lorsque on va reprendre la séance, peut-être qu'on va aborder le programme additionnel des 2 milliards d'euros. Mais sur le premier milliard, on a retrouvé les éléments qui avaient fait l'objet de la signature du protocole. Et aujourd'hui, c'est la traduction budgétaire. Cependant, il reste 2,1 milliards en suspens pour financer les mesures additionnelles qui ont été évoquées dans les accords de Guyane
le 21 avril. Maintenant, il faut aller vers le plan additionnel qui aussi va évoquer un certain nombre de points. Nous allons en discuter dans le comité de suivi. Bien sûr, la Guyane a beaucoup d'attentes et que, pour ma part, les accords de Guyane même sont un plancher. Il faut aller au-delà de ça pour rattraper ce retard de plus de 50 ans. Nous allons rentrer dans la deuxième partie maintenant, c'est-à-dire sur le 2,1 milliards, pour que nous puissions avoir des certitudes et des assurances par rapport à la Cour des comptes qui aurait annoncé dans son audit que l'outre-mer serait sacrifié aussi. Ça nous sera difficile de revenir en Guyane en disant aux gens qu'on a discuté uniquement sur la milliard 86 et qu'on n'a pas parlé des 2,1 milliards, qui est, je répète, le plan qui traite les urgences des urgences. Voilà, donc on ne peut pas retourner auprès de la population guyanaise en lui disant qu'on a mené des discussions partielles, je veux dire. Ça n'est pas possible. Les 2 milliards additionnels restent donc en négociation et feront l'objet d'un suivi en Guyane et à l'échelon national dans les mois à venir. Et en Martinique, la commune de Sainte-Marie a un nouveau maire. Conformément à la loi sur le cumul des mandats, Bruno Nestor Azero, qui a été réélu député, a démissionné de son mandat de maire. Il a cédé ce matin la place à son premier adjoint. Reportage Jean-Marc Tabreux. Un lieu exceptionnel pour un conseil municipal extraordinaire. Celui où Bruno Nestor Azero cède sa place à son premier adjoint, René Vaténard. Je proclame Monsieur René Vaténard, élu maire de la ville de Sainte-Marie. Quelques minutes plus tôt avant l'investiture, voilà les derniers moments. Bruno Nestor Azero était encore dans son fauteuil de maire, préparant les dossiers importants laissés à son successeur. On les a vus déjà, mais il y en a pas mal. Donc, notamment, il y a le transport, l'organisation du transport urbain sur la ville de Sainte-Marie, même si c'est une compétence qui est dévolue à Cap-Nord et à la CTM, mais enfin, c'est un dossier éminemment urgent pour la ville de Sainte-Marie. Il y a également le dossier du stade de Sainte-Marie qui a démarré, mais là, il faut quand même le suivre. Et puis il y a également l'aménagement de la place Eugène Mona au Mont des Aises. Il y a également les logements sociaux. Obligé de quitter le bureau de premier magistrat à cause de la règle du non-cumul des mandats, Bruno Nestor Azero voit en René Vaténard un homme de confiance. Un ami de longue date, donc c'est un adhérent du MIP, le Mouvement Initiative Populaire. C'est également un élu qui m'accompagne depuis 2008, puisqu'il faut rappeler que j'ai été porté aux responsabilités municipales en 2008 et M. Vaténard a toujours été l'un de mes fidèles. Pour ces quelques Samaritains que nous avons rencontrés, l'arrivée de René Vaténard à la tête de la mairie ne devrait rien changer. Remplaçant, je pense qu'il fait continuer de travailler avec des affaires. Il fait un bon maire. Il était très sérieux et puis il est compétent. Avec 31 voix, soit l'unanimité des conseillers présents, René Vaténard est donc élu maire de Sainte-Marie, une consécration politique pour cet homme de 56 ans. On dit toujours que le travail paye et j'ai été toujours un agent, un premier adjoint fidèle auprès de Bruno Nestor Azero. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est cette reconnaissance qu'il m'accorde aujourd'hui pour pouvoir prendre les rênes de la commune qu'il a dirigée pendant 9 ans. Si Bruno Nestor Azero a laissé les clés de la mairie, il en garde tout de même un double, puisqu'il reste membre du conseil municipal et compte bien veiller sur son héritage. Et restez sur ATV Guadeloupe dans quelques minutes. La région qui soutient la production audiovisuelle avec la collaboration du groupe Canal+. Et puis un programme chargé vous attend à la ville de Basse-Terre. Revue des activités dans un instant avec Karen Diama. Mais ce matin, au Memorial Act, la région Guadeloupe et le groupe Canal+ ont signé un protocole d'accord pour le soutien à la production audiovisuelle. Un engagement de la collectivité qui pourrait bien être déterminant pour l'avenir du secteur. Reportage Linda Kayarsi. Deux signataires, la région Guadeloupe et Canal+ Antilles, et un engagement, participer à l'essor de la production audiovisuelle locale avec la création d'un fonds de soutien. Tout de suite, c'est de juillet à décembre 200 000 € que nous mettons en espérant que l'an prochain nous allons pouvoir augmenter cela en fonction du nombre de projets. Il y a 40 000 € par projet pour les petits projets et pour les courts-métrages, il y a 60 000 €. Donc on attend d'avoir beaucoup de projets
pour pouvoir réfléchir comment augmenter un peu notre capacité de financement et pourquoi pas créer des jeunes Luc Besson en Guadeloupe, voilà, des metteurs en scène, c'est ce que nous voulons. C'est une autre manière de créer de la richesse de l'emploi. Quand nous parlions de nouveaux modèles économiques, voilà encore un exemple. Permettre aux jeunes cinéastes de se faire connaître, de sortir un peu de l'ombre. Avec ce fonds de soutien chaque année, un appel à projet sera lancé à destination des sociétés de production cinématographique et audiovisuelle installées en Guadeloupe. Ce sont des représentants de la région et de Canal+ Antilles qui statueront sur les projets et sélectionneront ceux qui seront financés dans le cadre du dispositif. Tous les projets devront répondre à des critères bien précis, notamment l'originalité, l'implication des ressources locales ou encore l'identité culturelle régionale. Les œuvres vont aussi bénéficier de l'accompagnement de Canal+ dans toutes les étapes, d'accord ? Nous, on ne fait pas juste un chèque, on est là tout au long des étapes du projet, de son écriture, du tournage, du montage, etc. C'est notre métier de faire de la télévision et du coup, on est très présent dans toute la vie de la production. Et puis ensuite, ce qui nous tient à cœur, c'est donc de mettre en avant, à la fois donc diffuser, mais aussi faire savoir, donc assurer la promotion de ces œuvres-là, avec des bandes annonces où on renvoie pour faire savoir à nos abonnés qu'ils vont pouvoir retrouver tel et tel programme, tel et tel documentaire ou court-métrage d'une société de production de Guadeloupe sur notre chaîne ou bien sur une chaîne locale que nous diffusons sur nos chaînes. Le protocole d'accord signé aujourd'hui entre la région Guadeloupe et le groupe Canal+ vient ainsi s'ajouter aux initiatives régionales déjà existantes. L'année 2016 a notamment été marquée par le soutien de la collectivité régionale sur des projets allant des œuvres cinématographiques à l'accompagnement de festivals tels que le FEMI ou encore le festival Deaf in Paradise, pour un budget total de 6,5 millions d'euros. Et qui l'eût cru, régulièrement moqué pour sa lenteur à traiter les dossiers des assurés, la Caisse générale de la sécurité sociale a décidé de lancer sa chaîne YouTube pour diffuser des informations pratiques et pédagogiques. Le détail avec Linda Kayarsi. Vers l'avenir, toujours pour mieux vous servir, le slogan de la bannière web de la chaîne YouTube de la Caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe donne le ton. Ce nouveau moyen de communication est dédié aussi bien à la diffusion d'informations pratiques et pédagogiques à destination des usagers qu'au partage des campagnes de communication de la CGSS. En une vingtaine de secondes, vidéos et spots audio sur par exemple comment créer un compte Amélie. Grâce à l'appli, partout, à tout moment, j'accède à mon compte. Ou tout simplement comment faire une demande d'attestation de droit. J'ai besoin d'une attestation d'urgence, je file à la caisse. Je suis passée par là, il y a du monde, on paquet de monde même. Pour candidat, si vous pressez, encore conseiller ouvert compte à Amélie.fr. La chaîne YouTube de la CGSS de Guadeloupe est accessible à partir de tout appareil connecté à l'adresse URL suivante. Ou tout simplement à partir d'un QR code. Et depuis hier soir, la ville de Sainte-Anne vit au rythme des Tambouillés. L'emblématique festival du Gros Cas qui fête cette année son 30e anniversaire a ouvert ses portes sur la plage des Galbas. Didier Béral-Catello, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes ravis de vous recevoir. 30 ans de réflexion, de résistance culturelle, de musique. Qu'avez-vous prévu pour immortaliser cet anniversaire ? Alors, cette 30e édition, on l'a placée sur le sceau du remerciement, puisqu'on s'est dit qu'il faut remercier tous ceux qui ont fait que le Gros Cas et que le festival en particulier sont ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc, le thème du festival, c'est « Merci pour hier, merci pour aujourd'hui jour et merci pour demain », parce qu'aujourd'hui, on a la chance de faire un festival et qu'on espère que pour les 30 prochaines années, ça pourra se poursuivre. Et puis, ce qu'on a décidé de faire en particulier, c'est dans le cadre effectivement de ce que nous avons vécu ces dernières années, on a une soirée jeudi soir qu'on a voulu dédier à Serge Geoffroy, qui est un des frères Geoffroy du groupe Candidat, qui est décédé depuis quelques années. Et on fait ce qu'on appelle un ronde pour patrimoine culturel immatériel. Kenny en bon cantage aussi, je peux le dire en créole, qui aura lieu autour de l'accordéon, fidèle accompagnateur de la musique antillaise. Tout à fait, c'est-à-dire que dans le festival Goka, nous avons fait Goka, effectivement, toute qualité Goka, danser, musique, chanter, mais également nous avons ouvert en l'aide d'autres
pratique culturelle guadeloupéenne. Et quadrille, effectivement, c'est une musique qui est très profondément ancrée aussi. Et donc, ça, le 14, tout en journée, si quadrille et si effectivement beau cantage dans les instruments musique à quadrille. Quels seront les temps forts à ne pas manquer? Alors, comme je disais tout à l'heure, jeudi soir, pour nous c'est très important puisqu'on a invité des groupes de la Martinique, un groupe de la Martinique qui s'appelle AM4, des groupes de la Dominique et Porto Rico, qui on va dire qui est l'invité d'honneur. Et donc, dans le cadre de cette ronde à patrimoine culturel et matériel, on va présenter Ronda Belle Martinique, Ronda Belle Dominique, Ronda Belle Guadeloupe, aussi Ronda Veillé, Ronda Chant Candidat, et on va finir par un grand Léros. Et donc, ce soir-là, on a décidé d'immortaliser en faisant une captation, on espère de qualité, et qui pourra après servir pour les années à venir. Voilà déjà quelques années que le Groka jouit d'une reconnaissance internationale. Certains défenseurs du Groka redoutaient d'ailleurs ce titre, ce prestige. Ils avaient peur finalement de perdre le contrôle sur ce patrimoine culturel. 3 ans après, quels sont les bénéfices? Alors, premièrement, 3 ans après, le débat il est derrière nous. On est passé au-delà de cela. Et donc, on travaille à faire avancer le Groka. Dans le cadre de ce dossier-là, il était prévu donc un projet qui est associé et donc on essaie de le développer aussi bien en matière de transmission, en matière de diffusion, c'est ce que nous faisons nous au niveau du Festival Groka, et en matière également de réflexion sur d'où vient le Groka, où est-ce qu'il va nous amener demain. Et donc c'est important que des personnes qui sont, on va dire intellectuelles, oui c'est vrai, mais également des acteurs de notre musique, de nos danses, produisent, à mon sens, des choses de très bonne qualité qu'on a vues récemment à l'occasion des clôtures de leurs écoles respectives. On a du mal à comprendre, à toucher vraiment ce que ça a apporté finalement cette reconnaissance internationale au Groka. Expliquez-nous ce qu'on ne voit pas. Alors, au-delà du prestige. L'un des aspects dont on a du mal, nous, à se rendre compte, c'est que l'UNESCO a une ouverture extraordinaire sur l'ensemble de la planète. Que c'est l'organisation internationale où il y a, avec le CIO peut-être en sport, il y a le plus de pays adhérents. Et donc, quand un élément du culturel d'un pays est inscrit, il y a un rayonnement sur l'ensemble des publications de l'UNESCO, non seulement en Internet, mais finalement dans des livres, dans des films, et notamment le film que le Lionnage pour Groka, c'est le collectif qu'on avait monté pour présenter cette inscription. On va le présenter jeudi soir également pour que les gens voient l'éventail de ce que nous avons présenté et l'effet que ça a pu avoir, notamment le 26 novembre 2014, le jour de l'inscription de Groka sur la liste de l'UNESCO. Vous parliez tout à l'heure de lionnage, vous parliez également de remerciements envers ceux qui ont créé finalement le Groka. Hier soir, le coup d'envoi a été donné par Anzala. Est-ce qu'on peut imaginer qu'un jour, le festival du Groka de Sainte-Anne, cet emblématique festival, mettra à l'honneur un musicien comme Gérard Loquel, inventeur du Groka moderne? Est-ce qu'on peut imaginer ce lionnage? Alors oui, c'est imaginable, sauf que d'aucuns vous diront que Gérard Loquel, il est vraiment à part. C'est-à-dire qu'il a effectivement inventé cette musique-là et lui, il estime, mais bon, ça n'engage que lui, que ceux qui viennent après, quelque part, ne sont pas fidèles à ce qu'il fait. Moi, je pense qu'il y en a qui portent vraiment le flambeau de ce qu'il a entamé. Il a écrit un traité de musique qui ne s'est jamais fait, en fait, sous nos musiques de Guadeloupe et je crois même de la Caraïbe. Donc, c'est le premier à l'avoir fait. Donc, il faut lui rendre hommage là-dessus. Pour ça, bien évidemment, au festival, en tout cas, il faut savoir que le premier festival, mais qui ne s'appelait pas encore festival, en 1978, il n'y avait que des groupes de Groka moderne à l'époque où, effectivement, il y avait peut-être une espèce d'antagonisme entre le Groka traditionnel et le Groka moderne. On a mis ça de côté. Ce qu'on peut déplorer des fois, c'est que la production de Groka moderne, elle n'est pas aussi top niveau de ce qu'elle a pu être, mais n'empêche qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui continuent et qui font un travail de qualité et de fond. C'est jusqu'au 16 juillet, le festival du Groka à Sainte-Anne, sur la plage des Galbas. Merci en tout cas à Didier Béral-Catello d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Direction maintenant le chef-lieu, Basse-Terre, pour ses vacances. L'école omnisport du CRNBT propose moult activités pour se divertir. Entre séances d'aquagym, découverte du littoral, escalade, les loisirs ne manquent pas. La revue tout de suite avec Karen Diama.
Pendant tout le mois de juillet, le CNRBT propose aux familles qui ne partent pas en vacances une alternative. Et il s'avère qu'il y a des parents dont les enfants ne peuvent pas ou ne partent pas pendant les vacances. Et donc, comme nous avons des salariés disponibles pendant le mois de juillet, donc nous prolongeons l'école Omnisport pendant le mois de juillet. Sauf que les activités, même si elles restent gravées autour de l'eau, ne se limitent pas à la piscine, puisque nous allons aussi en mer, nous allons en rivière. Nous faisons également des randonnées, des escalades. Nous bougeons et nous faisons une sorte de découverte de la Guadeloupe pour nos petits, donc de l'école Omnisport, pendant tout ce mois de juillet. On est moins dans l'apprentissage, on est plus dans la détente, dans la relaxation, dans le plaisir, un plaisir partagé, un plaisir collégial. Ici, 6 éducateurs sportifs encadrent chaque jour une cinquantaine d'enfants. On a en fait dans notre club différentes activités. On va travailler sur du plongeon, bon, évidemment de la natation pour un club de natation. À côté de ça, on a aussi du sauvetage, de l'aquagym, de l'aquabike, du water polo. On s'occupe aussi de faire du secourisme. Mais à côté de ça, on fait aussi des sorties en extérieur de la piscine, c'est-à-dire qu'on va des fois aller en plage. Par exemple, demain, on est sur la plage de Sainte-Anne, cet après-midi sur la plage de Rivière-Sens. Si les activités nautiques rencontrent un franc succès, il s'agit avant tout de passer de bonnes vacances et, si possible, entre copains. Ça se passe bien, hein. Et j'ai déjà vu plein d'amis à moi. Par exemple, il y a un ami à moi, il s'appelle Kyogan, il est là et c'est tout. Tu passes de bonnes vacances ici? Ben oui. Je trouve que c'est bien déjà parce qu'avec la piscine, on apprend déjà à ménager et pour les autres activités aussi. Enfin, pour les autres activités, on apprend aussi à mieux pratiquer le sport qu'on veut faire. Demain, pas d'atelier piscine, mais une journée plage à Sainte-Anne. De quoi allier activité nautique et détente. De quoi donner envie aussi. C'est Hugo Tellier qui s'est imposé aujourd'hui sur la 4e étape du TGVT. Au terme d'un parcours de plus de 39 km de navigation qui reliait Saint-François à Pointe-à-Pitre, le vent dans le dos. Reportage Jacques Canval, Patrick Curie. Tous les prétendants sérieux à la victoire finale étaient prêts à choquer les voiles pour fondre sur Pointe-à-Pitre. Une fois la boucle de Saint-François terminée, c'est Joël Forbin qui prenait la tête de la compétition avec Marc Forbin et Marcelin Wilbon, le vainqueur d'hier. Au niveau de l'Anse des Rochers, Marc et Jean Forbin caracolaient toujours en tête, avec dans leur sillage Marcelin Wilbon et Hugo Tellier. Au croisement de la plage de Bois-Jolant, on retrouvait aux commandes les 3 Forbin, Mathieu, Marc et Jean, devant Hugo Tellier, bien décidé à troubler la saga familiale des Forbin. À l'entrée du gosier, Marc Forbin mettait le cap sur Pointe-à-Pitre, suivi de Mathieu, puis d'Hugo Tellier, toujours en embuscade et porté par le vent. À la vue de Pointe-à-Pitre, Hugo Tellier et Marc Forbin se lancèrent dans une vraie bataille navale, pendant qu'Yvan Allingerie dessalait après la première bouée de l'Oïsisque, créant la sensation du jour. Finalement, c'est Hugo Tellier qui trouva la petite brise de baie, celle qui caresse les nuques, qui allait l'emmener vers la victoire finale devant Jean Forbin et Andy Nelson. Sa satisfaction. C'était une étape très difficile, plus dure qu'une étape de montagne. C'était une étape de descente, mais c'était hyper dur parce qu'on avance à la même vitesse que le vent. En fait, du coup, on a 0 vent dans le bateau, il fait hyper chaud. Les équipiers, dès qu'ils arrêtent de bouger pour lancer le bateau sur les vagues, le bateau s'arrête. Je pense que vous avez dû voir les images pour illustrer mes propos, mais voilà, dès que les équipiers s'arrêtent de travailler, le bateau s'arrête. Et donc ils ont travaillé depuis Saint-François jusqu'ici, là, ils se sont jamais arrêtés. Ensuite, il y a eu une deuxième course dans la course ici, dans le plan d'eau intérieur. Ça a été assez compliqué. Mon premier objectif, c'était vraiment d'assurer que Wilbon et Claude soient derrière moi. Ça a été assez vite le cas. Après, il a fallu se gérer avec Marc. On a eu 2-3 belles batailles. Donc voilà, un peu déçu qu'il ne soit pas sur le podium, mais bon, c'est le jeu, hein. Moi, je suis content d'y être en tout cas. Au classement général provisoire, Marcelin Wilbin conserve sa première place devant Hugo Tellier et Claude Tellier. Demain, la 5e étape reliera Petit Canal à Sainte-Rose. Celle-ci se déroulera dans le Grand Cul de Sac-Marin. Et oui, nous y serons aussi. C'est l'heure des informations pratiques maintenant. L'équipe de l'établissement français du sang vous donne rendez-vous demain au centre commercial de Millénis de 13h à 17h30. Et puis jeudi 13, le Memorial Act diffusera le documentaire Au temps des îles à sucre à 19h30 au Cinémact. La ville des Avines organise aussi son bal public ce même jeudi de 20h à 3h du matin, place Frédéric Jalton, avec l'orchestre Univers Plus et Typical Pressé. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler au 60 11 2 fois.
Et c'est la fin de notre édition locale et régionale. Avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres de ce mardi 11 juillet. Nous l'avons vu ce soir, la Chambre régionale des comptes pointe du doigt la gestion calamiteuse des mairies et de certaines communautés d'agglomération. Elles doivent 124 millions d'euros aux entreprises, ce qui entraîne l'économie vers le bas. Et le nouveau gouvernement tient parole concernant les accords de Guyane. 60% des mesures du plan d'urgence sont déjà mises en œuvre. La ministre des Outre-mer, Annick Girardin, l'a affirmé lors de la première réunion du comité de suivi qui s'est tenue aujourd'hui au ministère des Outre-mer. Et l'emblématique festival de Gros Cas de la ville de Sainte-Anne fête ses 30 ans d'existence. Une place particulière est accordée cette année à l'accordéon, un festival qui aura lieu jusqu'au 16 juillet. Didier Béral-Catello, président justement de l'événement, était avec nous pour en parler ce soir. Et enfin, c'est Hugo Hôtelier qui s'est brillamment laissé porter par les vents arrière. Il s'est imposé sur la 4e étape du TGVT. Jacques Calval et Patrick Curie nous ont fait vivre cette étape autant de couleurs qui allait de Saint-François à Pointe-à-Pitre. Merci d'avoir choisi ATV Guadeloupe. Je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve demain à 18h50.